Bonjour à tous. Ce que vous voyez à l'écran, c'est le nom d'un programme informatique. Ou plus précisément, un verre informatique. Mais en réalité, c'est bien plus que ça. Stuxnet est la première arme de guerre numérique de l'histoire. Pas une métaphore. Une vraie arme, avec de vrais dégâts physiques, conçue par de vrais États, contre une vraie installation militaro-industrielle. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment ce programme a changé les règles du jeu géopolitique, et pourquoi il est encore au cœur de la tension entre l'Iran et les États-Unis en 2025. Pour comprendre Stuxnet, il faut comprendre le problème que les Américains et les Israéliens cherchaient à résoudre. En 2002, des révélations explosent, l'Iran développe en secret des installations d'enrichissement d'uranium, notamment à Natanz, dans le désert. Officiellement, c'est pour produire de l'électricité. Officieusement, tout le monde craint une bombe. L'ONU impose des sanctions à partir de 2006. Les négociations s'enlisent. Et pourquoi pas les options militaires classiques? C'est impossible, ou presque, les installations iraniennes sont enterrées sous des mètres de béton, dispersées géographiquement et protégées. Une frappe aérienne israélienne risquerait de déclencher une guerre régionale incontrôlable. Alors les services de renseignement américains, la NSA, et leurs homologues israéliens, l'unité 8200, commencent à réfléchir à une troisième voie. Une voie secrète, propre, sans soldats, sans bombes. Une voie numérique. Ce qu'ils ont créé, c'est un verre informatique. Mais pas n'importe lequel. Stuxnet est le malware le plus sophistiqué jamais conçu à l'époque. Il exploite simultanément 4 failles 0-day, c'est-à-dire 4 vulnérabilités inconnues de Microsoft, donc sans correctif possible. Pour mettre ça en perspective, un groupe de cybercriminels ordinaires serait heureux d'en avoir une. Stuxnet en utilise 4 en même temps. Ça, c'est la signature d'un État. Son objectif est chirurgical, il cherche exactement un type de configuration industrielle, des automates Siemens couplés à des variateurs de fréquence d'un fabricant précis, Fararopeia, dont les clients se comptent sur les doigts d'une main. Si Stuxnet ne trouve pas cette configuration exacte sur la machine qu'il infecte, il reste totalement dormant, invisible et inoffensif. Mais quand il trouve sa cible, Natanz, il agit. Il fait tourner les centrifugeuses à des vitesses anormales et donc destructrices. Et pendant ce temps, il envoie aux opérateurs iraniens des données parfaitement normales. Les ingénieurs voyaient leur tableau de bord au vert pendant que leur machine se détruisait. L'opération a un nom de code officiel, Olympic Game. Elle est lancée vers 2005 sous la présidence de George W. Bush, et continuée, et même intensifiée, sous Barack Obama. La première version infecte Natanz dès 2007. En 2009, une version 2.0, plus agressive, est déployée. Et c'est là que quelque chose se passe que personne n'avait prévu, Stuxnet s'échappe. Il se propage hors des réseaux de Natanz, infecte des ordinateurs en Iran, en Inde, en Indonésie, partout dans le monde. En juin 2010, une société de cybersécurité biélorusse, Virus Blokada, le détecte. Le secret est grillé. En 2011, le New York Times révèle l'implication américano-israélienne. En 2012, Obama lui-même confirme l'existence du programme. Voilà comment Stuxnet opérait concrètement, en 4 étapes. Étape 1, l'infection initiale. Natanz est physiquement déconnecté d'Internet, ce qu'on appelle un réseau ergapède. Aucun câble ne le relie au monde extérieur. Alors comment y introduire un malware? Par des clés USB. Des clés infectées, introduites, probablement par des agents, des sous-traitants, des ingénieurs manipulés, dans l'enceinte de l'installation. Une fois branchée, la clé s'exécute automatiquement grâce à une faille dans les raccourcis Windows. Étape 2, la propagation. Une fois à l'intérieur, Stuxnet se répand sur le réseau interne via les imprimantes partagées et les dossiers réseau. Silencieusement. Méthodiquement. Étape 3, le ciblage. Stuxnet inspecte chaque machine. Est-ce qu'il y a des automates Siemens S7? Avec les bons variateurs de fréquence? Sinon, rien. Si oui, il s'active. Étape 4, le sabotage et la dissimulation. C'est là le génie de la chose. Stuxnet donne des ordres fous aux centrifugeuses, sur vitesse, sous vitesse, tout en falsifiant les données remontées aux opérateurs. Résultat, les ingénieurs iraniens voient des chiffres normaux, mais leurs centrifugeuses tombent en panne les unes après les autres. Ils pensent à des problèmes de qualité des matériaux. Ils ne comprennent pas. La paranoïa s'installe.
Les résultats sont concrets, environ 1000 centrifugeuses détruites. Le programme nucléaire iranien est retardé de 2 à 5 ans selon les estimations. C'est une victoire opérationnelle indéniable. Mais il y a un revers. Un revers historique. En s'échappant, Stuxnet a été analysé par des chercheurs du monde entier. Son code a été disséqué. Et il a envoyé un message très clair à tous les États, à tous les groupes malveillants de la planète, voilà ce qu'il est possible de faire. Les États-Unis venaient de légaliser moralement le sabotage cybernétique. Ils ne pouvaient plus jamais se plaindre d'être victimes de cyberattaques sans une forme d'hypocrisie. Et l'Iran, lui, a tiré les leçons. Immédiatement. Stuxnet n'est pas de l'histoire ancienne. Il structure encore la relation Iran-États-Unis aujourd'hui. Dans les mois qui suivent la découverte, l'Iran crée son propre centre de cyberdéfense et entraîne des unités offensives. On les connaît aujourd'hui sous les noms APT-33, APT-34. En 2012, le virus Shamoun détruit 30 000 postes de travail chez Saudi Aramco. C'est la réponse iranienne. Côté américain et israélien, l'escalade continue, retrait du JCPOA en 2018, assassinat du général Soleimani en 2020, puis du nucléariste Fakhrizadeh. L'Iran enrichit désormais de l'uranium à 60%, à 2 pas du seuil militaire. Les cyberattaques mutuelles se multiplient entre 2021 et 2025, sur les réseaux ferroviaires, stations essence, hôpitaux. Un accord nucléaire provisoire semble avoir été trouvé début 2025. Mais la méfiance reste totale. Les deux camps maintiennent leur capacité de frappe cyber, comme une épée de Damoclès. Stuxnet a créé une défiance structurelle entre les deux pays, et cette défiance, aucun accord sur papier ne peut l'effacer du jour au lendemain. Je voudrais terminer par 4 leçons que Stuxnet nous enseigne, et qui sont plus actuelles que jamais. Première leçon, le cyber est une arme réelle. Pas virtuelle, pas symbolique. Réelle. Stuxnet a détruit du métal, ralenti un programme militaire, peut-être changé le cours de l'histoire du Moyen-Orient. La frontière entre guerre et paix n'existe plus vraiment. Deuxième leçon, aucun réseau n'est vraiment isolé. Natanz était considéré comme inattaquable depuis l'extérieur. Une clé USB a suffi. La sécurité absolue est une illusion. Troisième leçon, les armes cyber se retournent. Le code de Stuxnet a servi de modèle. L'Iran a appris, s'est armé, et frappe aujourd'hui. Quand on crée une arme, on enseigne aussi à l'ennemi comment s'en inspirer. Quatrième leçon, le droit international est à la traîne. Stuxnet était techniquement un acte de guerre. Mais personne ne l'a déclaré. Aucun traité ne régule les cyberarmes d'État. Nous naviguons encore dans un vide juridique total, et c'est peut-être le danger le plus sous-estimé de notre époque.